CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec le Networking Premium Group. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, 100% entreprise familiale. Vous êtes plus de 18 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, François Pellier, qui est le fondateur et le président de Transactions et compagnie. Bonjour François. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Caroline Mathieu, déléguée générale de Family Business Network. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors racontez-nous votre première vie dans l'édition. Vous avez toujours été passionnée par les livres ? Toujours. Ouais. Pendant combien de temps ? Ça dure encore, j'adore toujours les livres et effectivement je voulais en faire mon métier. Donc je suis restée 17 ans dans l'édition, ça a été une première partie de carrière, de parcours professionnel absolument passionnante. Dans quelle maison Caroline ? Parce que essentiellement, alors des petites et des grandes qui étaient toutes indépendantes, mais je ne savais pas encore que ce destin finalement était un peu tracé. C'était déjà des entreprises familiales et la plus grande d'entre elles, c'était le groupe Hachette, où je suis restée 17 ans au livre de poche, chargée des programmes. Donc faire en sorte que des livres qui ont connu ou pas du succès en grand format connaissent encore plus de succès en format poche. Une deuxième vie quoi. C'était des histoires de transmission. Déjà à l'époque je le savais pas. Et puis après le hasard des choses m'a conduite. Oui mais alors justement le livre numérique, vous y croyez ou pas là ? Parce que... moi j'ai toujours cru. Le livre numérique pour moi j'y ai toujours cru. J'ai toujours pensé que c'était un atout pour le livre. Parce que de toute façon quand on aime lire, quand on a envie de lire quel que soit le support, on peut être attaché à l'objet. On a envie de garder un livre dans sa bibliothèque. Mais quand on voyage, on a aussi besoin d'avoir un autre support. On a toujours besoin d'avoir quelque chose à lire sous les yeux, sous la main. Et pour moi le digital c'était un support supplémentaire. Quelque chose de plus qui fait partie du livre aussi. Et ça c'est plutôt pour les jeunes ou parce que je sais pas pour vous François mais moi j'aime bien le papier. Enfin, Alors là je suis très rétrograde sur le sujet. Moi, je me vois pas lire sur un écran. Moi non plus. Ouais. On a des jeunes auditeurs aussi, mais il y a aussi des vieux comme nous. Donc moi, le livre est sacré. Ouais. Le livre est sacré. Je pense que des livres qu'on a beaucoup aimés, on a envie de les garder en tant qu'objet. Mais si on a envie de lire, si on vous disait, vous devez partir quelque part... Sur une île déserte avec une bonne bouteille et un bon bouquin. Oui, et vous n'avez qu'un écran, et vous choisissez quand même l'écran si vous avez envie de lire quelque chose. Nous sommes d'accord. Alors, comment ça s'est passé en 2013, de passer des livres, des bouquins d'édition à ce club ? Ça a été une rencontre. Très fermé, ça a été une rencontre finalement qui a été formidable parce que ça m'a ouvert un monde dont je soupçonnais pas du tout l'existence. Ce réseau en fait était un réseau très discret, il continuait à l'être encore un peu, mais c'est un réseau qui est formidable, qui est mondial et qui regroupe des entreprises familiales de toute taille, de toute génération. Il a été créé récemment quand même, c'est à 89, c'est ça ? Oui, c'est pas si récent que ça. Il va sur ses 40 ans. Et il a été créé à l'initiative de dirigeants, d'entrepreneurs qui venaient du Canada et de Scandinavie, qui se sont retrouvés en Suisse, terrain neutre. Pour des raisons fiscales ? Pas du tout, c'est parce que c'était... Le Grand Air suisse, ça va marcher longtemps. Non plus, c'était au bord du lac et c'était à l'IMD, une école de management qui faisait des formations et qui proposait à des dirigeants d'entreprises familiales d'échanger sur des tas de sujets. Et en l'occurrence, ces dirigeants-là avaient envie d'échanger sur la transmission. Et à la fin de leur formation, ils se sont dit, mais après tout, c'est passionnant, ça nous a permis de trouver des réponses à des sujets qu'on n'osait pas forcément aborder avec nos interlocuteurs et qu'on a en commun. Si on continuait l'aventure, et le FBN, le Family Business Network, est né comme ça, en s'agrégeant soit à des clubs qui existaient déjà dans d'autres pays, soit ex nihilo. Alors en France, ça ne s'est pas fait tout de suite. C'est venu un tout petit peu plus tard, puisque le FBN France a été créé en 1998. D'accord. Avec l'ASMEP à l'époque, qui est devenu le METI aujourd'hui. Et il y a nombre de membres qui sont communs à l'ASMEP et au METI. Et donc le réseau FBN existe dans le monde entier. En fait, il représente... il est Combien de membres au total au niveau mondial ? C'est 25 000 membres. 25 000 membres. Il y en a 2500 en France, 25 000 dans le monde entier. C'est présent dans une quarantaine de pays, sur tous les continents. Et les profils sont des profils de dirigeants d'entreprises familiales, de membres familiaux, d'actionnaires familiaux, de toute génération, de tout secteur d'activité, de toute taille d'actionnariat, de tout chiffre d'affaires. Il y a des PME, des ETI, des grandes entreprises. Qu'est-ce qui les réunit, ces gens-là ? Tout simplement, comment je vais faire pour pérenniser mon entreprise ? Comment je vais faire pour trouver des solutions pour que demain, les nouvelles générations dans la famille aient envie, peut-être, de continuer l'aventure,
Si c'est pas le cas, quelle solution je vais pouvoir trouver pour que l'entreprise continue à être compétitive, la marque puisse continuer à exister demain. Si tel est le cas, comment je vais faire pour que mon actionnariat qui va grandir au fil des générations, puisque ces aventures-là, une génération, c'est 25 ans quand même, pour que tout le monde continue à s'y intéresser, continue à bien s'entendre, continue à être en adhésion avec le projet de l'entreprise. Bref, des tas de questions. Il y a beaucoup de questions, et des questions très importantes, quoi. François. Alors, quand j'étais chez JP Morgan, il y a très très longtemps, on était avec Lombard Odier, des cofinanceurs du chapitre, parce qu'on appelait ça des chapitres par pays, de toutes les initiatives qui ont été prises et lancées par le FBN. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer lorsque le prince de Monaco a accueilli le FBN, d'animer une partie de ce séminaire ou de ce sommet avec Marc-Antoine de Dietrich et Laurent Dassault, qui étaient des noms emblématiques et plutôt connus, ce qui permettait de lancer un événement avec des gens qui étaient un peu emblématiques du capitalisme familial français. Et donc, et ce qui m'avait frappé à l'époque, et donc un peu la question que je vais vous poser, c'est qu'il y a un désert intellectuel et du capital intellectuel sur le family business sur la planète. Si vous cherchez le nombre de livres consacrés à l'entrepreneuriat familial sur la planète, il n'y en a pas une dizaine. Ah oui. Et sur Napoléon, il y en a combien sur Napoléon ? Il y a des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu de matière intellectuelle. Et il y a évidemment quelques chapitres de livres ici ou là. Et il a fallu attendre, je crois, les années 2012-2013 pour qu'il y ait un que sais-je sur les entreprises familiales en France. Et on ne peut pas considérer que c'est le summum du savoir qu'on peut avoir. Mais en fait, il y a un grand tabou. Il y a un grand tabou en France lié au comité des forges, au club des 30 des années 20-30, dans lequel il y avait un tabou pour en parler. Et donc voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans la mesure où le FBN est quasiment la seule organisation mondiale orientée autour de cet objet commun qui est l'entreprise familiale, est-ce que le corpus intellectuel mondial autour de la notion de pérennité, de développement, de la transmission existe, et on a un peu plus de matière, de recherche, de chair consacrée par les universités à cette matière? Oui, heureusement. Alors, comme vous le dites, la science académique s'est penchée récemment sur le sujet. Je crois que c'est concomitant d'ailleurs à l'existence, à la naissance du réseau au niveau mondial. C'est à peu près il y a 40 ans. Les universitaires, les académiques qui ont commencé. Nous, on est là au FBN, aussi bien au niveau FBN France que dans le monde entier, pour favoriser cette recherche académique, pour faire en sorte que les chaires puissent se pencher sur ces entreprises, voir comment elles performent par rapport à d'autres entreprises, voir quelles sont leurs caractéristiques, notamment au niveau de la gouvernance. Donc bien sûr, on favorise ça au niveau français, au niveau mondial aussi. Et de nombreuses chaires qui existent aujourd'hui en France sont partenaires, et le FBN est partenaire avec elles, parce que notre mission est une mission d'intérêt général. C'est d'abord, comme vous le dites, de mieux faire connaître ces entreprises familiales. C'est un désert intellectuel, mais c'est aussi l'angle mort de... Les entreprises familiales, on les connaît par cliché. Et malheureusement, on en ignore l'essentiel. Et le côté fils d'eux, c'est pas forcément très sexy, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas forcément très sexy, mais on adore se jeter sur ce genre de clichés. Il a rien fait, alors qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à dire, à lire. Il y a eu des bouquins très bien là-dessus, d'ailleurs très grand public. Le livre de Raphaël Baquet, Succession. Pas le que sais-je, j'ai l'impression que François, il n'est pas trop le que sais-je. Il est très complet, très dense aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de matière. Nous, on essaye de recenser toute cette bibliographie-là. On a d'ailleurs ouvert un fonds de dotation qui s'appelle Family Impulse et qui permet justement d'agréger toute cette recherche et de faire en sorte que les entreprises familiales soient plus visibles, mieux connues. On est notamment mécène d'une chaire qui a été créée à l'Université de Dauphine, une chaire des entreprises de long terme, et qui permet enfin d'avoir des chiffres fiables sur les entreprises familiales. Parce que il y en a combien en France d'ailleurs ? En France, aujourd'hui, 71% des entreprises sont familiales. 71. Quelle que soit la taille, PME, TI ou grand groupe. Quelle que soit la taille, ça représente 69% des emplois et 65% de la valeur ajoutée. C'est absolument considérable. C'est le poumon de notre économie. François. C'est vrai que l'angle mort est une belle expression, c'est-à-dire qu'on a eu du mal, parce qu'il n'y avait pas de représentation, à imaginer le poids dans l'économie. Il n'y avait surtout pas de porte-parole. Oui. C'est Gattaz
qui quelque part sous l'angle Ils vont. Voilà, qui sous l'angle fiscal, le créateur de Radial, auquel Pierre Gattaz a succédé, qui a souvent mis en avant, il faut se souvenir des discussions entre Mitterrand et lui en 81 au sujet des entreprises familiales, de l'ISF, etc. Et qui a pu conduire au pacte du travail. Et donc en fait la SMEP est un peu à l'origine en France d'un discours légitime vis-à-vis des entreprises familiales dans une logique de transmission. Et donc la question autour de ça, c'est: est-ce que les sujets fiscaux sont encore des sujets, après le Dutreil, après un certain nombre de modifications législatives en France plutôt favorables ces dernières années, est-ce qu'il y a une crainte au niveau du chapitre français du FBN qu'on revienne un peu en arrière malgré tous les efforts qui ont été accomplis par les dernières gouvernances politiques? Mettons à partir de juin 2027 par exemple. Il y a des craintes depuis plusieurs années dans la mesure où on voit bien que chaque année le pacte Dutreil est remis en jeu, remis en question, alors que c'est un outil absolument indispensable à la transmission. C'est pas du tout une niche fiscale, c'est tout simplement une manière de faciliter la transmission. Et il n'y a qu'à regarder l'écart qui existe entre la France et les autres pays européens sur le niveau de transmission. En France, on est comment nous par rapport aux autres? On est très mal. On est mal. C'est moins intéressant, vous voulez dire? C'est compliqué. Il y a à peine 20% des entreprises qui se transmettent intrafamilialement en France, là où en Italie, en Allemagne, c'est 3-4 fois plus. Ouais. Alors, il y a la fiscalité, mais je voudrais pas qu'on se focalise là-dessus. Bien sûr, il y a la fiscalité, mais avec le pacte Dutreil, on arrive justement presque au niveau des autres pays européens où la fiscalité est beaucoup plus avantageuse, en tout cas moins douloureuse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a justement quelque chose dont on parle très peu dans la transmission et qui fait en sorte que c'est une étape longue et difficile. C'est tout ce qui tourne autour de l'humain. Tout ce qui fait en sorte que cette transmission, c'est une affaire de femmes et d'hommes, et que pour un dirigeant, dans une entreprise familiale, à un moment donné, va se poser la question de laisser sa place, et que c'est quelque chose qui n'est jamais facile. Donc nous, au FBN, on est là pour faire en sorte... Il y a plusieurs possibilités. Il y a celui qui s'accroche à 115 ans, et celui qui est intelligent, qui dit à 70, mon fils, tu prends la place, quoi. Il y a ça, mais nous, ce qu'on cherche à dire, son fils ou sa fille. Bonne remarque, François. Ou ses enfants. Ouais. Donc ce qu'on cherche à dire, c'est anticiper, parlez-en, faites en sorte que cette communication soit fluide et que le sujet soit un sujet qu'on traite à froid avant qu'il soit trop tard ou que la situation devienne plus compliquée. Caroline, il paraît que vous avez un président génial en France. C'est qui? C'est Philippe Grodner. Voilà. C'est le président du FBN France qui vient d'être élu d'ailleurs et qui est également président d'une entreprise familiale. Simone Perel, très belle fille, comme on les aime. De 3e génération. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ça coûte combien d'ailleurs l'adhésion à votre club? Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais ça se veut indolore. Oui. Parce que notre intérêt, en fait, c'est de faire en sorte que les dirigeants d'entreprise, et d'ailleurs tous les membres de la famille, parce que une transmission réussie, c'est inclusif, ça prend du temps, ça prend entre 7 et 10 ans. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les membres de la famille qui ont envie de contribuer au projet de pérennité de l'entreprise viennent au FBN pour participer aux réunions, pour entendre, pour échanger avec des pairs et pour construire à plusieurs, en famille, le projet de pérennité de l'entreprise. C'est un joli projet. Quand même, sur les sous, combien ça coûte si on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour avoir une autre idée? Ça coûte 2 000 euros. Ou 2 000 euros par an, donc c'est donné. Et pour terminer, vous organisez combien d'événements? Parce que vous avez un rythme extrêmement soutenu de rencontres au niveau national et international, Caroline. Oui, alors en France, on maille tout le territoire, ce qui nous permet, parce que 70% des entreprises familiales sont ancrées dans les territoires. Oui. Il y en a bien sûr à Paris, mais elles sont partout en France. Donc depuis 10 ans, on a déployé un certain nombre d'antennes régionales qui nous permettent d'être au plus près de nos adhérents. On organise plus d'une centaine d'événements par an pour nos membres. Avec une petite équipe, on peut vous êtes combien? On est 10. Ouais. On est 10. Ouais. On est très dynamique, on s'ennuie pas. Quels sont les thèmes qui attirent le plus de monde? Le vin, la bouffe. Ce qui attire déjà, c'est de pouvoir rencontrer ses pairs, PIRS, parce que ce sont des experts. Alors les sujets, c'est des sujets de gouvernance. Comment je vais structurer ma gouvernance de famille en articulation avec la gouvernance de l'entreprise, comment je vais préparer la transmission, comment je vais former et je vais préparer les nouvelles générations à avoir un rôle et pas forcément le rôle du repreneur parce que finalement les nouvelles générations peuvent avoir plusieurs rôles dans l'entreprise familiale. Comment je vais animer l'actionnariat? Donc c'est tous ces sujets-là qu'on aborde qui sont des sujets relationnels, des sujets
humain plus que les sujets techniques. Et c'est en off, c'est-à-dire que ça reste en famille, si je puis dire, quoi. Hein, ça sort pas de vos réunions. Alors c'est un réseau qui se veut effectivement pour que discret, pour que confidentiel, quoi. discret, confidentiel, pour que les membres puissent échanger vraiment en toute tranquillité. Génial, Caroline. Il y a un site internet, une adresse pour en savoir plus. Oui, bien sûr, www.fbn-du6france.fr. Merci Caroline, vous êtes formidable. Merci également François, vous êtes formidable aussi. Fin de ce numéro de CEO Radio 100% entreprise familiale. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et on se retrouve sur LinkedIn. Rendez-vous jeudi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, on se donne rendez-vous le 18 mars 2027, à un mois des présidentielles, pour la deuxième édition du European ETI Summit à la Sorbonne, en présence de 1000 dirigeants d'ETI. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec le Networking Premium Group.